Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. On sait souvent que la pédagogie Montessori est particulièrement riche pour tout ce qui concerne les mathématiques. Apprendre à compter, le système décimal, les 4 opérations. On a souvent tous entendu parler des fameuses perles dorées, parfois on a entendu des termes comme le jeu des timbres, des choses qui nous paraissent peut-être un petit peu mystérieuses. Même sans avoir suivi une véritable formation Montessori en calcul, on sait qu'il existe beaucoup de choses. Malgré tout, il est souvent difficile de s'y retrouver dans la progression qui est suivie. D'autant plus que celle-ci est très différente de celle du système classique. C'est ce que j'aimerais éclaircir aujourd'hui dans ce podcast, en essayant de comparer l'approche et la progression de type éducation nationale avec la progression montessorienne, qui s'attache avant tout à donner du sens et à faire comprendre les mécanismes suivant lesquels nous formons les nombres, plutôt que d'essayer de réciter des suites de nombres sans queue ni tête. Alors avant de me lancer dans cette comparaison entre les deux approches, je voudrais remercier Raph RR qui a laissé cet avis sur Apple Podcast. Toujours intéressant. Merci pour ces podcasts sur des thématiques concrètes, toujours bien expliquées, bien illustrées et bien documentées. C'est toujours enrichissant. Eh bien, merci beaucoup, Raph RR. C'est pour moi toujours précieux d'avoir ces retours et je vous en remercie vraiment infiniment. Et si vous avez 2 minutes pour vous-même laisser un avis sur ce podcast, je vous invite chaleureusement à le faire, sachant qu'il n'y a à l'heure actuelle qu'Apple Podcast qui permet de laisser un avis ou un commentaire. Mais ce type d'avis rejaillit aussi sur tous les autres diffuseurs. Et plus un podcast a des avis positifs, plus il est diffusé à de nouvelles personnes. Donc je vous en remercie par avance. Alors comment fait-on dans la progression classique, dans la progression éducation nationale pour apprendre à compter, dénombrer et les 4 opérations? Alors évidemment, il y a des variations suivant les professeurs, mais voici les grandes lignes de ce qu'on retrouve le plus souvent. On commence par apprendre les nombres de 1 à 10. Alors d'un côté, on apprend ce que représentent les nombres en comptant des ensembles d'éléments. On travaille par exemple avec des images représentant, 4 coccinelles et le chiffre 4 à côté. Et puis on apprend en même temps la comptine numérique associée, c'est-à-dire la suite des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je vous rappelle, si vous n'aviez pas encore écouté mon podcast « Mon enfant sait-il vraiment compter ?» Je ne sais plus quel est le numéro, mais vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Il est très différent de savoir réciter la comptine numérique, c'est-à-dire de réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., que de savoir réellement compter. Donc je vous donne toutes les explications dans ce podcast. Vous comprendrez mieux les différences entre compter, dénombrer, etc. Donc voilà par quoi on commence dans la méthode classique. On commence par les nombres de 1 à 10. Puis, généralement, on aborde les nombres de 10 à 20. On apprend donc la suite de la comptine numérique, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Et on apprend à dénombrer ces nombres entre 11 et 20. Puis on prolonge par les nombres entre 20 et 50, avec le travail sur les nombres des dizaines, et puis 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, etc., etc. Et on apprend donc les nombres comme ça de façon très linéaire. D'abord de 1 à 10, puis de 11 à 20, puis de 21 à 50, puis de 51 à 100. Et on s'arrête là. Généralement, c'est comme ça que ça se passe pour le dénombrement. Puis, on apporte la compréhension des 4 opérations. On peut l'avoir fait un petit peu avant. On fait comprendre aux enfants qu'additionner, c'est réunir des choses. Soustraire, c'est retirer ou enlever quelque chose. Multiplier, c'est ajouter plusieurs fois le même nombre. Et diviser, c'est partager en quantité égale. Donc on essaie de faire comprendre le concept pour chacune de ces 4 opérations. Ensuite, on fait des calculs avec des nombres à 2 chiffres pendant
très longtemps. Très 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 longtemps. Et on apprend toute la mécanique opératoire uniquement avec des nombres à 2 chiffres. Et enfin, on passe au calcul avec des nombres à 4 chiffres, mais bien plus tard. Bien plus tard. La progression Montessori est en fait très très différente. Alors évidemment, je vais devoir me contenter de vous donner les grandes lignes ici, même si évidemment dans ma formation calcul, je rentre beaucoup plus dans le détail et nous pouvons voir toutes les activités une par une, avec leur objectif, leur intérêt, comment elles s'intègrent dans la progression générale, etc., etc. Parce que souvent, une activité dans la pédagogie Montessori n'a pas qu'un seul objectif. Elle va avoir un objectif direct et évident. Par exemple, les barres rouges et bleues permettent d'apprendre à compter de 1 à 10 et de percevoir les quantités de 1 à 10. Mais ça prépare aussi le fait qu'il existe des nombres entre les nombres entiers, à savoir les nombres décimaux. Mais ça viendra beaucoup plus tard. Donc il y a toujours des objectifs indirects aux présentations, des petites graines que l'on sème et qui germeront beaucoup plus tard dans le travail montessorien. Donc là, je vais seulement évidemment vous donner les grandes lignes, je ne peux pas rentrer dans le détail de ces objectifs multiples pour chaque activité. La première étape, comme dans la progression classique, consiste à apprendre à compter de 1 à 10. On travaille à la fois avec une représentation concrète des quantités, grâce aux fameuses barres rouges et bleues dont je viens de vous parler. On travaille également les symboles des chiffres, grâce aux chiffres rugueux, que l'on apprend donc aussi à écrire. Et on apprend la comptine numérique, grâce à, ma foi, des petites chansons comme ce qu'on fait dans la pédagogie classique. Donc jusqu'ici, on suit à peu près la même progression, même si les choses se font de façon un petit peu différente, puisqu'on a d'autres matériels pour présenter les nombres de 1 à 10 qui sont beaucoup plus concrets dans la pédagogie Montessori. Ensuite, au lieu d'aborder les nombres de 11 à 20, on introduit directement le système décimal, à savoir 1, 10, 100 et 1000. Et c'est là qu'on utilise entre autres le merveilleux matériel du cube de 1000, qui est peut-être mon plus grand coup de cœur dans toute la pédagogie Montessori. Pour tout vous dire, j'y ai même consacré un épisode de podcast. Vous le trouverez dans les notes de cet épisode. Mais c'est pour vous dire à quel point je suis fan de ce cube de 1000 et de tout ce qu'il permet de développer avec l'enfant. Une fois qu'on a introduit le système décimal, avec une représentation concrète, c'est là qu'on utilise les perles dorées, avec une perle pour les unités, une barrette de 10 pour les dizaines, une plaque de 100 perles pour représenter les centaines, donc un carré de 10 perles sur 10 perles, et un cube de 1000 perles avec un côté de 10 perles pour représenter les milliers. Ce matériel est très très beau, donc il permet de donner une vision concrète du système décimal et en parallèle on va donner le nom de ces éléments, donc 100, une centaine, 1000, un millier, 10, une dizaine, etc. Et donc une fois qu'on a fait ce travail sur le système décimal et qu'on a donc appris la structure sur laquelle reposaient tous les nombres, on apprend alors à former toutes les quantités de 0 à 9999. Alors, à ce stade-là, on n'est pas encore rentré dans les conventions de nommage. C'est-à-dire que notre enfant va pouvoir former des nombres aussi gigantesques que 9999, mais il ne dira pas forcément 11 ou 12. Il n'aura pas encore appris ces mots qui ne sont en fait que des conventions. Conventions qui sont d'ailleurs très peu logiques en français. Il n'y a aucune logique entre 11, 12, 13, 14, 15, 16 et ensuite le fait de passer à 17, 18, 19 qui là sont des constructions logiques. Donc bon, ça peut être très perturbant pour les parents parce que ils se disent mais comment est-ce que mon enfant va appeler le nombre composé d'une dizaine et d'un 5 par exemple? Eh bien pendant un certain temps, il va l'appeler 10, 5. Et ce n'est absolument pas grave. Et donc, s'il doit composer le nombre 3247, par exemple, eh bien, il va le composer et quand il va le relire, il va se dire qu'il a 3204 10 7. 3204 10 7.
Je sais que ça peut perturber les parents, mais je vous assure que c'est beaucoup plus solide. On construit sur des fondations beaucoup plus solides lorsqu'on commence par apprendre le système décimal aux enfants. C'est vraiment, vraiment le fondement de tout. Et certains enfants ne sont pas encore prêts à intégrer tout ce vocabulaire. En plus, il peut y avoir des confusions entre 14, 40, 15, 50. C'est un vocabulaire qui est extrêmement difficile à apprendre. De même pour les noms des dizaines. Où est la logique quand on passe de 60 à 70, puis 80, puis 90 ? Alors, certains de nos voisins francophones sont beaucoup plus logiques que nous, grâce aux 70, 90, etc. Ils ont bien de la chance, mais en ce qui nous concerne, justement, notre français de France n'est pas très cohérent en ce qui concerne les nombres. Donc ça ne sert à rien de vouloir absolument faire intégrer ces conventions de nommage aux enfants le plus tôt possible. L'important est plutôt, alors qu'ils apprennent jeunes, parce que dans la pédagogie Montessori, on peut commencer cet apprentissage vers 4 ans par exemple, l'important est surtout qu'ils comprennent la structure du système décimal et comment on forme les nombres à partir de ce système décimal. Et il y a une présentation qui est merveilleuse dans la pédagogie Montessori qui s'appelle la magie du nombre. C'est ce qui permet de réunir les symboles pour former le nombre complet. Je m'explique. Sur son plateau, notre enfant va avoir la quantité 3247. Il va avoir 3 cubes de 1000, 2 plaques de 100, 4 barrettes de 10 et 7 petites perles unités. Donc il a la quantité 3247 sur son plateau. Il va associer les symboles correspondant à chaque catégorie. Il a 3000, il va donc chercher le symbole 3000. Il a 2 plaques de 100, il va chercher le symbole 200, 200. Il a 4 barrettes de 10, il va chercher le symbole 410, 40. Et enfin, il a 7 perles unités, il va chercher le symbole 7. Et ensuite, grâce à une très jolie présentation, on associe ces 4 symboles, ces 4 planches de symboles, de manière à former le nombre 3247. Mais l'intérêt d'avoir associé ces 4 planches, c'est que du coup, lorsque l'enfant lit le nombre, il lit 3, mais 3 quoi ? Est-ce que c'est 3 unités, 3 dizaines, 3 millions ? Eh bien, il peut décaler, aller chercher derrière le nombre la suite de la plaque 3000. Alors, j'espère que c'est assez compréhensible à l'oral. Donc, il a ces 4 plaques superposées. La plaque 3000 est tout en dessous, la plaque 200 un peu au-dessus, la plaque 40 encore au-dessus et le 7 tout au-dessus. Et donc, il y a le 3 qui apparaît tout à gauche, mais il peut aller regarder sous le nombre 247 les 3 zéros du 3000. Et donc, il peut lire 3000, 200, même chose, il peut aller voir ce qui suit le 2 sur la plaque correspondante et il voit qu'il y a 2 zéros, c'est donc 200. Après le 4, il peut soulever le 7 et voir qu'il y a un 0 après le 4, ça fait 4, 10, 7. Cette façon de voir le nombre révèle la structure qui est en dessous. Parce que lorsqu'on a uniquement des chiffres, généralement pour l'enfant c'est très facile de comprendre que 3 suivi de 3 zéros, c'est 3000. Mais c'est beaucoup plus difficile de voir un nombre construit, 3247, et de comprendre que le 3 qui est au tout début représente 3000 et pas 300 ou autre chose. Eh bien, avec cette représentation très concrète, l'enfant le comprend beaucoup, beaucoup plus facilement. Et en parallèle, mais le plus souvent un peu après, parce que généralement l'enfant n'est pas tout à fait prêt encore pour ça, on travaillera les conventions de nommage. Les conventions de nommage des nombres de 11 à 19, grâce à ce qu'on appelle la première table de Séguin, un outil qui a été inventé par Édouard Séguin, un très grand pédagogue dont Maria Montessori s'est beaucoup inspirée et elle lui a emprunté beaucoup de matériel. Et puis les conventions de nommage des dizaines, 20, 30, 40, etc., 50, 60, 70, 80, 90, et puis tous les nombres entre 11 et 99, grâce à la deuxième table de Séguin.
Mais ça peut venir, comme je vous le disais, bien après le travail sur la formation des nombres à 4 chiffres. Et puis, l'enfant va découvrir ensuite plein de représentations différentes des nombres. Enfin, il a déjà découvert certaines représentations des nombres, il va en découvrir encore d'autres. Dans la pédagogie Montessori, un même nombre peut être représenté par des perles dorées. Donc, par exemple, si on prend 1347, on peut avoir un cube de 1000 perles, 3 plaques de 100 perles, 4 barrettes de 10 perles et 7 petites perles unités. On peut aussi représenter cette même quantité avec les cubes et les plaques en bois du jeu de la banque. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un cube de 1000 perles, on va utiliser un cube en bois de la même taille avec des petits dessins de perles dessus. Et on peut utiliser une plaque de 100 en bois avec des dessins de perles dessus plutôt que la plaque concrète avec 100 perles. C'est déjà un petit passage à l'abstraction. On va aussi utiliser des barrettes de perles colorées. Alors on a les barrettes de 10 qui sont dorées, mais on va avoir une couleur pour chaque longueur de barrette entre 1 et 9. Par exemple, la barrette de 1 sera toujours en rouge, c'est une barrette composée d'une seule perle. Vous allez avoir des barrettes de 2 perles qui sont vertes, etc., etc. La barrette de 4 est en jaune. Il y a un code couleur ainsi pour chaque barrette. Et donc on peut utiliser ces barrettes pour représenter par exemple 15 qui va être une barrette de 10 dorée et une barrette de 5 qui est bleu clair. C'est une représentation un petit peu différente de celle des perles dorées où on a la même barrette de 10 mais où on aurait 5 petites perles indépendantes à côté. On représente aussi les nombres grâce aux chaînes de 100 et de 1000. À ce moment-là, c'est une représentation linéaire des nombres. Donc, imaginez ces chaînes qui sont composées de 100 perles et 1000 perles respectivement. Je vais vous donner l'exemple de la chaîne de 1000. Elle est composée de 100 barrettes de 10 qui sont rattachées par des anneaux. Vous avez des petits anneaux entre les barrettes de 10, mais à chaque passage de centaines, vous avez un gros anneau qui marque la différence entre la perle numéro 99 et la perle numéro entre la perle numéro 100 et la perle numéro 101. Et donc l'enfant va pouvoir travailler les nombres aussi grâce à leur position sur cette chaîne de 1000. Alors il ne pourra pas aller jusqu'à 9999, mais il peut aller jusqu'à 1000 avec cette grande chaîne et avoir ainsi une représentation du nombre sur une ligne, sur une droite des nombres. Pour les opérations, l'enfant va aussi travailler avec les timbres. Alors les timbres, c'est encore un passage à l'abstraction supplémentaire. Les unités dizaines, centaines et milliers sont représentées par des petits carrés de couleur, en vert pour les unités, en vert aussi pour les milliers, qui sont des unités de 1000, et puis en bleu pour les dizaines et en rouge pour les centaines. Et sur chacun de ces petits carrés, de ces petits timbres, sera écrit 1, 10, 100 ou 1000. Et donc mon fameux nombre 1347, il serait représenté par un petit carré vert avec écrit 1000 dessus, 3 petits carrés rouges avec écrit 100 dessus, 4 petits carrés verts avec écrit 10 dessus, et 7 petits carrés j'ai dit 4 carrés verts, j'ai dit 4 carrés bleus, avec 10 écrits dessus, et 7 petits carrés verts avec écrit 1 dessus. Donc c'est un passage à l'abstraction puisque les carrés font tous la même taille. On n'a plus le gros cube de 1000 qui rappelle que c'est un grand nombre. Le carré, le timbre qui correspond à 1000 fait la même taille que le timbre qui correspond à 1. Mais le symbole qui est écrit dessus n'est pas le même. Ensuite, on va passer au boulier. Alors sur le boulier, chaque catégorie, une unité, une dizaine, etc., ça va être toujours représenté par une perle. Ce qui va faire la différence entre une unité et une centaine, par exemple, c'est la couleur de la perle, qui va être verte pour les unités, rouge pour les centaines, et sa position sur le boulier. La différence entre les unités normales, simples, et les unités de 1000, c'est que les unités les plus simples sont tout en haut et que les unités de 1000 sont 3 crans plus bas. Donc c'est ainsi que l'on va petit à petit aider l'enfant à passer à l'abstraction.
Et puis bien évidemment, il a la représentation des nombres avec les symboles, les grands symboles dont je vous parlais pour la magie du nombre. Donc avec tout ça, l'enfant a de nombreuses représentations des nombres, ce qui est extrêmement précieux parce que ça va lui permettre d'utiliser, suivant les problèmes et les besoins, la représentation du nombre qui sera la plus utile pour lui. Une représentation dans le système décimal, une représentation linéaire, etc., etc. Donc voilà les différentes représentations du nombre, mais à partir de là, l'enfant va aussi travailler les opérations. Comme dans la pédagogie classique, on peut donner à l'enfant une compréhension générale du concept de chaque opération. On peut présenter les 4 opérations à la suite avec les perles dorées. Puis, pour chaque opération, on va faire une progression vers l'abstraction en travaillant par exemple l'addition avec le matériel des timbres, puis le boulier. Alors pour la multiplication et la division, il va y avoir un matériel particulier. Nous allons avoir le damier et le boulier doré de la multiplication. On a aussi la table de la multiplication. Et puis pour la division, on a le grand matériel de la division qui est composé d'éprouvettes avec des petites perles dedans qui nous permet de partager un grand nombre en quantités égales. Bon, mais je ne peux absolument pas rentrer dans le détail de tout ce travail, évidemment. Ça me prend une formation entière, hein, donc je ne vais pas faire un podcast de 20 heures. Mais voilà, de manière générale, quelques points de repère encore sur les opérations. On commence toujours par travailler l'addition sans retenue. De même, on va commencer par travailler la soustraction sans retenue. Et pour aborder la retenue, là encore, on va aborder les choses de manière concrète. C'est-à-dire qu'on va faire un échange avec les perles dorées. On appelle ça un change. La retenue, c'est en fait changer 10 unités en une dizaine. Et ça, au lieu de l'apprendre de façon abstraite, d'apprendre ça comme une technique opératoire, on va en voir la raison profonde en travaillant avec les perles dorées et en faisant un échange à la banque entre nos 10 petites perles unités et une barrette de 10. Voilà donc un peu la progression générale en calcul Montessori. Sachant qu'une fois qu'on a vu comment les choses fonctionnaient pour les nombres à 4 chiffres, en fait on a tout vu. Parce que le système décimal fonctionne en boucle. Nous avons des unités, des dizaines, des centaines, puis des unités de mille, des dizaines de mille, des centaines de mille, puis des unités de millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, puis des unités de milliards, des dizaines de milliards et des centaines de milliards. Donc une fois que l'enfant a vu les unités, dizaines, centaines, puis unités de mille, la boucle est bouclée. On est revenu au point de départ. S'il sait faire des opérations avec ces 4 catégories, il sait les faire pour toutes les catégories. Et du coup, tout se passe bien et c'est très très facile d'extrapoler ensuite avec des nombres à autant de chiffres que l'on veut. C'est pour ça que dans la pédagogie Montessori, on aborde souvent des grandes opérations bien plus tôt que dans le système classique. Tout simplement parce qu'une fois que la base est bien comprise et que le système décimal, qui est à la base de tout, est bien acquis, eh bien, toutes les portes sont ouvertes à l'enfant. Il n'a plus aucune restriction, il peut faire toutes les opérations qu'il veut. Alors, j'espère que c'était tout ça assez clair. C'est vrai que le format du podcast a cet inconvénient que tout passe par l'audio et que vous ne pouvez pas forcément voir des images de ce dont je vous parle, mais vous pouvez vous rendre sur l'article associé à ce podcast pour avoir quelques photos et donc mieux visualiser tout ce dont je vous ai parlé. Et bien entendu, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre ma formation calcul dans laquelle je rentre dans le détail pour chacune de ces activités et où toutes les présentations sont filmées avec mon fils qui est justement que vous suivez en train d'apprendre à compter, dénombrer, apprendre à calculer, etc., etc. Alors avant de vous laisser, je voudrais simplement vous parler un petit peu de ce qui passionne mes grands en ce moment. Vous savez que je vous parle beaucoup des activités de mes 2 plus jeunes parce que forcément, ils découvrent beaucoup plus de choses, beaucoup plus souvent. Et puis, les activités qui passionnent mes grands ont souvent moins un aspect typiquement montessorien. Ils s'intéressent à beaucoup de choses. Et même si justement,
curiosité, leur soif d'apprendre, etc., et le fruit du travail montessorien, je vais beaucoup moins vous parler d'activités montessoriennes avec un matériel montessorien en ce qui concerne mes grands. Et en l'occurrence, là, ce qui les passionne en ce moment, c'est la fabrication des cristaux. Notre aîné avait reçu un kit pour fabriquer des cristaux, pour permettre la formation de cristaux, une réaction chimique. Et donc, ils se sont lancés là-dedans et ils sont absolument fascinés. Alors, ils m'appellent tout le temps dans la journée pour que je vienne voir l'évolution du cristal qui grossit, qui grandit. Et ils sont en admiration totale devant ce cristal qui se forme. Et c'est l'occasion, voilà, c'est amusant pour moi parce que j'ai une formation scientifique à la base, et la cristallographie, c'est quelque chose que j'ai étudié en chimie, en classe préparatoire scientifique. Et du coup, je peux leur apporter des réponses sur pourquoi est-ce que le cristal est si beau, transparent. J'ai pu leur montrer ma bague de fiançailles qui a un saphir, qui est un cristal. Et je leur ai expliqué que ce saphir, c'est en fait du carbone et que c'est la même chose que ce qu'il y a dans leur mine de crayon ou dans le charbon dont on se sert pour le barbecue. Simplement, le charbon ou le graphite, ce sont des choses qui ne sont... Enfin, des matériaux dans lesquels les atomes de carbone ne sont pas parfaitement ordonnés et organisés. Il y a un petit peu de bazar. C'est pour ça que c'est noir et que ça n'est pas très beau et pas aussi solide. Alors que le diamant, par exemple, c'est en fait du charbon, mais qui a été enfoui sous la terre pendant des millions d'années. Temps pendant lequel il a subi une pression extrême, sous une température extrême, et que donc tout s'est organisé, tout s'est structuré, tout s'est bien ordonné, et ça donne un magnifique diamant à l'arrivée. Et quand tout est bien ordonné, eh bien la lumière peut passer facilement parce qu'elle peut traverser les atomes, d'où la belle transparence de ces cristaux. Alors évidemment, la taille des pierres précieuses met en valeur les reflets de la lumière dans les cristaux, mais c'est quelque chose qu'on peut observer sur des cristaux beaucoup plus simples et moins chers aussi. Donc voilà, c'est amusant de me dire que en fait ces notions de cristallographie qu'on aborde parfois en classe prépa, on peut aussi les aborder très simplement. Comme à chaque fois quand on part du concret, les choses sont en fait très simples. Donc je profite de mon bagage scientifique pour leur apporter des réponses à ces questions-là et c'est une belle exploration qu'ils ont commencé là sur les cristaux. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans vos oreilles la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.